Alors, tiens, je vais aller voir en sélectionnant un des blocs dans fenêtre, texte et tableau, article. Vous vous souvenez, on avait été enclencher quelque chose là. Alignement optique des marges. Vous remarquez que la césure sort un peu du bord, Mmh. alors que si c'est désenclenché, elle est à l'intérieur. Si vous avez l'occasion d'y penser, faites-le. Il y a des gens qui vont faire attention à ça, les pros de la mise en page feront attention à la ponctuation hors justification. Et donc, dans le cas de blocs chaînés comme ici, ça se fait sur tous les autres blocs autres que celui sur lequel j'ai cliqué parce qu'il y a du chaînage, en fait, évidemment. Et si on a des colonnes qui sont quand même assez larges, parfois on a des colonnes plus étroites, donc ce qu'on appelle un look tabloïd, comme les quotidiens, les journaux quotidiens ont des colonnes moins larges encore que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des colonnes et qu'on ne fait pas des longues lignes? Vous êtes au courant? Il y a 2 raisons que je vois à ça. C'est peut-être plus facile pour se concentrer pour lire. C'est plus facile à lire, surtout dans des conditions difficiles, dans un train, dans le tram, dans le métro, ça bouge, des longues lignes, vous perdez le fil de la ligne, alors que des courtes colonnes, vous, avez plus facile. C'est quoi pour remettre qu'on a en colonne, c'est quoi? C'est pas facile? Oui, internet, l'adaptation de ça en internet, oui, bien sûr, c'est le même principe sur internet, des longues lignes, c'est plus difficile à lire. Ça va. Alors, il y a une raison historique aussi, c'est que la mise en page est extrêmement influencée par l'histoire la de l'impression. Il y a eu plusieurs vagues. Ici, j'ai tapé letterpress, c'est l'ancienne technique de mise en page de Gutenberg, avec des caractères mobiles et on crée en fait des blocs. Je suis en train de chercher une image qui montre ça, des blocs, de caractères mobiles qu'on attache ensemble, on les attache ensemble, voilà, c'est d'abord créer ligne par ligne des caractères mobiles. Vous avez la casse de l'imprimeur, là, visible derrière, la casse du typographe, imprimeur. Ça vous explique ces histoires de casse. Donc c'est une caisse, en fait. La casse, c'est caisse en ancien français. Hem, Quand on parle de bas de casse, c'est les minuscules et de haut de casse, c'est les majuscules. Vous avez les minuscules, les bas de casse qui sont dans le bas de la caisse et les majuscules, les hauts de casse qui sont dans le haut de la caisse. Vous voyez pourquoi? Mmh. Parce qu'on utilise moins les majuscules que les minuscules et donc l'imprimeur qui va chercher les caractères dans les petites, cases là, il doit faire les mouvements les plus longs, c'est ceux qu'il doit faire le moins souvent, donc les majuscules au-dessus. C'est marrant ça, haut de casse, bas de casse, ça vient de là. Voilà, donc voilà pourquoi, aussi, voilà, on voit ici la constitution d'un bloc. Pourquoi les lignes ne sont pas trop longues? C'est parce que sinon ça devient aussi, difficile à créer avec des caractères mobiles. Donc ça, c'est Gutenberg, hein, Gutenberg qui a révolutionné l'impression, avec son invention, les caractères mobiles en alliage, donc résistants, réutilisables. OK? Les caractères mobiles, ça existait depuis des millénaires dans les pays asiatiques, hein, mais lui, il a adapté avec, un alliage métallique. Il y a eu d'autres révolutions, hem, 19e siècle, linotype, monotype, 20e siècle, offset, 20e siècle, presse numérique. Il y a eu plein de révolutions dans l'impression et à chaque fois, ça change un peu les usages, mais malgré tout, on retrouve dans InDesign, voilà, cette habitude de faire des colonnes. C'est aussi pour cette raison-là, c'est une question historique. Alors là, on va régler la justification parce que vous voyez qu'on a
comme un problème. En fait, InDesign, pour arriver à coller le texte de chaque côté, il joue uniquement sur l'espace entre les mots. Et c'est pas très heureux. On va lui dire qu'il est autorisé à espacer également les caractères. Peut-être même, en plus de ça, de modifier légèrement la largeur des caractères. Donc, il y a ces 3 paramètres et actuellement, parmi ces 3 paramètres, espace mot, espace caractère et largeur caractère, il n'y a que espace mot qui est utilisé. Alors, les magazines pourris qu'on a vus tout à l'heure, avec les gros problèmes, peut-être que les gens n'ont jamais compris qu'il faut régler le gris typographique. Il faut que, vu un paragraphe, un texte vu voilà, à une certaine distance, doit apparaître comme un gris uni, sans ces lézardes blanches qui sont créées par les espaces entre les mots. Alors, vous allez régler ça. On va cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Et vous allez double-cliquer à droite du style de paragraphe body text justifié, puisque c'est ça qui est utilisé par notre texte. Et vous avez ici la justification. La case aperçue, vous pouvez la cocher en bas à gauche. Vous allez voir ce que ça donne directement derrière. Vous voyez bien votre texte derrière, là, quand même d'assez près. Sinon, vous faites annuler, vous zoomez, vous revenez là-dedans. Donc ici, on voit que l'espace entre les mots peut varier à 80% de l'espace normal, ça peut être diminué à 80% ou augmenté à 133. Et de manière optimale, on demande que ce soit l'espace entre les mots qui est prévu par le typographe qui a créé la police, donc 100%. L'interlettrage, rien n'est autorisé. Ben, on va autoriser. Vous allez mettre ici à minimum, par exemple, moins 10, touche tabulation. Et là, vous allez mettre 10, touche tabulation. Tabulation passe au cartouche suivant et valide ce qu'on a mis là-dedans. Et là, avec la case aperçue, vous pouvez cocher et décocher la case aperçue et vous voyez ce que ça donne. Ça devrait diminuer les espaces entre les mots parce que les espaces entre les caractères peuvent varier pour que InDesign sache mettre, coller de chaque côté de la colonne le texte. Alors, il est possible que certains mots paraissent un peu tassés les uns sur les autres, alors que d'autres paraissent un peu plus grands. Peut-être que vous pouvez aussi jouer sur la mise à échelle du glyphe. Si on met, par exemple, 90 et ici 110, alors ça, il vaut mieux en parler à l'imprimeur si vous jouez sur ce paramètre, parce que ce que son ordinateur qui va transformer le document en plaque offset, on va dire, pour simplifier les choses, est-ce qu'il est capable de bien gérer ça? Il vaut mieux en parler à l'imprimeur, je dirais. Là, si on coche et on décoche aperçu, on devrait remarquer que le gris typographique est meilleur. Ça fait davantage uni. Peut-être qu'il faut changer les réglages. Peut-être que moins 15 et 15 pour l'interlettrage, c'est mieux. Touche tabulation pour valider. Je coche et je décoche. Voilà. Oui, toi, tu connaissais, c'est très bien. Donc, ça a dû t'étonner, les magazines qu'on a vus avec les grands espaces. Bah, à chaque fois, ça m'arrête. Ça t'horripile. Ah. À chaque... Après, ça arrive. Ouais. Mais c'est surprenant. Tous les planètes, quoi. Donc, format de caractère de base. En effet, en plus de ça, il y a le réglage de l'approche ici qui peut aider. Je vous rappelle que si on enfonce la touche Shift, ah ben non, ici, si on enfonce la touche Shift, ça va de 5 en 5. Ouais, ok. J'ai rien dit pour la touche Shift. Mais en tout cas, je suis à 20. Si j'augmente, voilà. C'est peut-être un peu trop.
Voilà, je vais mettre 25, touche tabulation. Il faut trouver le bon espacement global entre les caractères. J'avais déjà augmenté pour la lisibilité précédemment. Alors, idéalement, il faut faire différents tests de réglage, peut-être en dupliquant chaque fois le style de paragraphe, différents tests et les imprimer sur une imprimante laser bien nette et regarder ce que ça donne et choisir quel est le meilleur réglage. Voilà. Il n'est pas interdit aussi de modifier la taille du caractère, peut-être même avec des virgules, des décimales. Virgule, 5, touche tabulation, voilà. Tout ça peut aider. Bon, vous avez vu le principe. Après, c'est là que ça se fait. Pour avoir un beau gris typographique, justification et format de caractère de base. Et quoi d'autre? J'ai oublié un truc. Je pense pas. Taille de la police. Approche, ouais. OK. Donc, je vais enregistrer le document. Donc, en principe, c'est meilleur. Attention, ça pourrait, quand on imprime, ça pourrait vibrer. Pourquoi ça vibre du texte parfois? Parce que votre œil, au fond de l'œil, il y a la rétine qui reçoit la lumière et elle a une certaine résolution. C'est ce qu'on appelle en biologie la résolution analytique de la rétine. Donc, elle voit un certain nombre de détails. Et quand vous lui soumettez des détails complexes comme du texte, à certaines dimensions, il y a une espèce de moiré qui se passe, d'interférence, ça vibre. C'est pour ça que du texte plus petit pourrait être plus agréable à lire que du texte plus grand, par exemple. Donc vraiment, il faut tester. Sur l'imprimante laser noir et blanc, la photocopieuse noir et blanc, vous sortez ça. Photocopieuse interfacée liée à l'ordinateur, vous sortez ça. Donc ce qu'on vient de voir, c'est le gris typographique. Si je tape gris typographique dans un moteur de recherche, je vais normalement avoir en effet plein de démonstrations où on nous montre, sans le réglage qu'on vient de faire, en prenant les valeurs par défaut de InDesign et avec le réglage. C'est flagrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme démo ici? Ah tiens, 17 idées de gris optique typo. Amusant ça. OK. Ah oui, c'est un Pinterest avec visiblement des collections à propos du gris typographique. Très intéressant ça. OK, bon. Enfin, vous avez compris le principe. Le gris typo. Et dans la clé de map, Alors, on va aller voir. Donc, tu dis, près des images de la première page, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, en fait, qui n'est pas correct? et plus d'autres images et Oui, alors c'est possible que quand il n'y a pas assez d'espace, et là, pour jouer sur les images, je vais devoir aller verrouiller body text, déverrouiller image qui habille. Oui, quand il n'y a pas assez d'espace, oui, ça fait des choses bizarres, en effet. Voilà, comme ça, oui, oui. Ça, il faut donner assez d'espace aux colonnes. Il faut positionner les choses de manière à ce qu'il y ait assez d'espace. Voilà. Là, c'est la partie la moins large. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Il faut voir. Mais quand c'est évidemment trop grand, les images, ça fait des choses bizarres. C'est ce qu'on a quand on a des colonnes trop étroites. Même sans avoir les images, des colonnes trop étroites, vous aurez ce problème-là. Donc vraiment, faut vérifier.
Oui, le concurrent de Adobe, alors des concurrents de Adobe, il y en a eu quelques-uns, et puis ça a fait pchit, hein, souvent, hein. Il y a eu un concurrent de Adobe Photoshop dans les années, 90, hem, qui s'appelait Live Picture. Tout le monde en a parlé dans les agences de pub, c'était génial. Le concurrent de Photoshop, Live Picture. Qui avait une technologie très intéressante, technologie pyramide, qui permettait de travailler des images euh, avec beaucoup de pixels sans avoir recours à beaucoup de ressources informatiques. Parce que quand on n'était pas en zoom avant, ça ne montrait pas tous les pixels de l'image parce que c'était inutile et c'était pas chargé entièrement dans le software, c'était ça l'idée. Et donc, ça a fait pchit. Pourtant, c'était un bon logiciel, Live Picture. Voilà. Et ben, voilà justement un article que je trouve au hasard là-dessus. Le logiciel qui était en avance sur son temps, Live Picture. Mais ça a disparu. Donc, je suis en train de dire que oui, régulièrement, on a eu ces dernières décennies les concurrents de Adobe. Adobe est mal. Adobe se sent mal parce qu'il y a la concurrence. GIMP arrive. Laissez-moi rire, GIMP. Euh, Par contre, Façon, il existe. oui, pour les web designers, c'est suffisant. Par contre, Affinity, ça fait quand même quelques années que les gens l'utilisent. Ce sont des copies, en quelque sorte, de Adobe. Au niveau de l'interface, ça ressemble très fort à Adobe. C'est d'ailleurs, je ne sais pas comment ils n'ont pas de problème, parce que les interfaces Adobe sont copyrightées, hein. Il y a des brevets qui sont déposés, hein. On ne fait pas ce qu'on veut au niveau création logicielle. Si ça ressemble à un logiciel qui existe, on peut avoir des problèmes, ceux qui font les logiciels. Mais donc voilà, Affinity, voilà justement la mise en page. Et donc ils ont Affinity Designer, le concurrent de Illustrator. Ils ont Affinity Photo, le concurrent de Photoshop. Et puis le dernier, Affinity Publisher, le concurrent de InDesign. Donc ça peut marcher très bien. Pourquoi pas? Quand on n'a pas les budgets, pourquoi pas? 70 € mensuels pour Adobe si on ne l'utilise pas souvent ou si on est vraiment ric-rac point de vue budget, pourquoi pas? Professionnellement, pour trouver du boulot, ça ferme des portes. Si on dit que j'utilise Affinity et je ne veux pas utiliser Adobe, j'aime pas Adobe, ça peut fermer des portes, évidemment. Pas en tant qu'indépendant, mais en tant qu'employé, prestataire de service, freelance. Voilà. Alors, au niveau des prix, évidemment, c'est des prix. Ouais, ils font des pourcentages régulièrement. Voilà. Ah tiens, c'est quand même dingue ça. Ça, c'est le prix rien que pour Publisher, hein. Affinity Publisher, vous voyez, ça, c'est perpétuel. Vous payez une fois et vous l'avez jusqu'à la mise à jour suivante. 89 € pour les 3 logiciels. Perpétuel. C'est pas un abonnement comme chez Adobe. Donc voilà, c'est pour ça que ça avait beaucoup de succès. Et ça vient donc d'être, contre toute attente, racheté par Canva. Tout le monde s'attendait à ce que Adobe achète Affinity, mais ça a été racheté par Canva. Voilà. Canva rachète Affinity. Canva, ça vaut 20 milliards, ce qui est petit pour une boîte de logiciels. Adobe, c'est beaucoup plus. Et on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait le prix du rachat, mais c'est plusieurs centaines de millions. Revendique. Non, ça, c'est juste l'utilisateur. J'ai rien dit. Donc, plusieurs centaines de millions qu'ils ont dépensé Canva pour acheter Affinity. Donc, ils vont devenir, avec cette technologie Affinity qui est ajoutée à Canva, ils vont devenir un sérieux concurrent de Adobe. Avec la philosophie Canva qui est l'intelligence artificielle pour vous assister pour faire des mises en page. Donc voilà, ça c'est tout récent, hein. Vous voyez, 26 mars 2024. Voilà.
Des alternatives, il y en a d'autres. Il y a Corel, plutôt en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y a Corel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau du dessin, concurrent à Photoshop et Illustrator, il y a peut-être Krita, Krita. Il y a, en open source, concurrent de Illustrator, mais c'est quand même pas terrible, c'est Inkscape, Inkscape. Voilà, voilà. Chez Corel, donc, les Américains, ils ont Corel Draw pour, qui est principalement vectoriel, mais ça fait aussi de la mise en page et de la photo. Est-ce qu'il faut accès limite un book? Si, si, ça existe. Non, Oui, et licence perpétuelle à peu près 500 €. Oui, c'est ancien, c'est très ancien. Ils ont Corel Painter, logiciel complexe pour les artistes, très peu connu en Europe, sauf en Europe du Nord. D'abord Corel Draw, voilà, Corel Draw, Graphics Suite. En Europe, ça va pas être, voilà, intéressant pour vous ça, hein. Sauf si vous pilotez des machines de gravure laser, de découpe, parce que c'est souvent américain et ça vient avec Corel Draw. Donc voilà, prix mensuel ou achat perpétuel. Voilà ce qui manque chez Adobe, l'achat perpétuel. C'est ça qui énerve les gens. ça existait avant. Ça existait avant, depuis la CS6, ça a disparu. Oui, oui, ils ont même mis en place un système, en 2024, ils envoient des messages à ceux qui utilisent la suite Adobe, «Vous avez, des logiciels, non, autorisés installés» et en fait, c'est si vous avez gardé la vieille CS6 qui était en achat perpétuel, s'il est toujours sur votre ordinateur, ça les ennuie. C'est parce qu'ils cliquent OK alors recevoir une mise à jour. Parce que sinon, c'est pas sur le système d'or. Non, mais oui, c'est quand on fait les mises à jour, quand on a la version officielle, oui. Oui, sinon, si c'est des versions non officielles et qu'on n'est pas connecté à internet, et qu'on a bien fait tout ce qu'il faut, mais bon, voilà. Corel Draw, et donc pour les artistes, Corel Painter. Alors quand je parle de Corel Painter, souvent, on me dit: «Ah mais Paint, c'est pourri». Non, c'est pas Microsoft Paint, c'est Corel Painter. C'est un logiciel qui était très en avance sur son temps. Moi, je l'ai utilisé au début des années 90, hem, très en avance. Il y avait les calques, avant que Photoshop les ait, plein de choses. Donc voilà le prix, achat unique, et ça peut être intéressant. Bizarrement, très peu connu en Europe, sauf dans les pays nordiques. Donc depuis très longtemps, ils ont le Natural Media, la capacité à imiter, plein de médium, plein de la peinture à l'huile, l'aquarelle, et cetera. Tu veux pas la thérapie. Il vaut mieux utiliser une tablette graphique, hein. On dit tablette graphique et pas palette graphique. Ils ont Oui? Ah mais, c'est important, hein, hein, là, je commence une oui, c'est ça, à la place de la souris, tablette graphique, chose. Ma question, c'était une descente. oui, c'est du dessin à main libre, oui, oui, avec, différents outils, mais très complexes avec plein de curseurs. Oui. Non, c'est moins pour créer des logos, c'est plus pour créer des illustrations. Voilà, voilà. Donc les tablettes graphiques, ben oui, il y en a qui utilisent ça à la place de la souris ou en complément de la souris et même dans InDesign, il y en a qui l'utilisent. Vous avez les tablettes graphiques avec, écran intégré. Elles sont chères, ça peut être, 3 000 à 4 000 € la tablette pour les grandes. Vous avez celles qui sont moins chères avec, pas d'écran et on doit la disposer devant l'écran. C'est mieux, hein, parce que si vous la mettez sur le côté de l'écran, comme un tapis de souris, votre cerveau a du mal parfois à dessiner sur la tablette et en même temps regarder l'écran. Donc c'est pour ça que c'est plutôt devant l'écran. Donc il en existe des toutes petites, et c'est tout à fait, suffisant, une petite dimension pour, l'usage normal de retouches photo et cetera. Les grandes dimensions tablettes, c'est pour les artistes qui font des grands gestes, en fait. Voilà, donc en neuf, les petites, ça peut être, genre 50, 70 € la tablette neuve, dans un supermarché. Voilà. Hem
Donc, pour ceux qui diraient oui, c'est trop petit, ben non, pas du tout, hein. Les petites, ne vous inquiétez pas. Bah, c'est toujours bien d'en avoir essayé avant. Alors, au niveau des marques, moi, j'ai souvent dit que Wacom, c'était ce qu'il y avait de mieux, parce que c'est la première marque Wacom à avoir fait ça, des tablettes comme ça. Wacom. Et puis, j'ai dit, tiens, il est quand même moins cher. J'ai des pros du dessin animé, notamment, qui m'ont dit, oui, il y a d'autres marques qui sont pas plus mal, c'est un peu moins le design est un peu moins soigné, ça fait un peu plus cacaille, mais ça marche tout aussi bien, mais c'est moins cher. Donc, notamment quoi comme tablette, mais en fait, j'ai testé et moi je suis pas convaincu. Donc je suis pas payé par Wacom, mais, je conseille, d'aller plutôt vers cette marque-là en matière de tablette, hein. On parle bien de tablettes graphiques. Mais vous voyez qu'ici, il parle d'autres marques, hein. Bamboo, ça, c'est une sorte de Wacom. Houillon, ouais, je ne sais pas comment on prononce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Vous en connaissez? J'ai oublié la marque, en question que j'avais testée et qui était pas terrible. Mais donc voilà la situation. Et vous pouvez utiliser un iPad de Apple en tant que tablette, avec un Mac. Donc si vous avez un iPad, une tablette, pas pour dessiner normalement, mais donc un iPad, il peut être connecté, hem et vous en servez en tant que tablette graphique avec un stylet. Et vous avez l'écran sur l'iPad, oui, oui. Et vous dessinez directement, oui, oui. Donc l'iPad, voyons un peu. Comment utiliser votre iPad comme tablette graphique pour un PC ou, un Mac, évidemment. Voilà. Ça, il y a les grands iPads, les pros. Je ne dis pas que ça va fonctionner avec tous les iPads et avec tous les ordinateurs, mais voilà. Donc, je vous le dis parce que sinon, vous allez peut-être vous lancer dans l'achat d'une tablette graphique alors que vous avez une tablette iPad chez vous et qui pourrait servir directement. Vous avez des stylets qui se vendent 30-40 € dans les supermarchés. Vous avez ceux de Apple qui coûtent 150 €, je pense. Donc, à vous de voir. Ils se rechargent magnétiquement, sans connecter un fil, c'est peut-être ça l'intérêt. Moi, j'ai testé les deux, ça marche. Donc, c'est les tablettes graphiques et je t'ai, reprise en disant, non pas palette graphique, c'est pas très grave, hein. Il y a plein de gens qui disent palette graphique. C'est juste que dans le métier, une palette graphique, c'est un ordinateur spécialisé dans la manipulation des vidéos. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ces ordinateurs et historiquement, Cantel avait la Penzbox dans les années 80 déjà pour faire des trucages et des petits dessins animés en vidéo, des modifications de vidéo. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ce genre de choses. Les Cantel Penbox, ça n'existe plus, mais il existe encore des palettes graphiques, donc des ordinateurs vraiment spécialisés pour la vidéo, hyper rapides, pour la vidéo. OK. Moi, dans les années 80, j'ai fait de la retouche vidéo pour Canal+, notamment via une boîte, de Bruxelles, avec une marque qui s'appelait EVS, c'est pas ça, et qui est de Liège, une boîte de Liège. EVS Broadcast Equipment, voilà. Et à l'époque, ils faisaient la concurrence de Cantel Penbox. Ils faisaient leur ordinateur pour faire des manipulations de vidéos hyper rapides à un moment où la plupart des ordinateurs ouvrir une image fixe, c'était déjà la galère. Eux, ils faisaient de la vidéo. Mais ils se sont reconvertis entre-temps. Au niveau international, c'est devenu une très grosse boîte. Ils font du ralenti.
pour les événements sportifs, quand vous voyez des matchs de foot ou quoi, et que vous voyez tout de suite après l'action, vous voyez le ralenti, c'est fait par EVS. Ils se sont spécialisés là-dedans. Et vous voyez, ça a été, j'ai dit les années 80, c'est plutôt vers 94. C'est bizarre parce qu'ils existaient avant, en fait. Non, non, s'il y a un truc qui va pas là, en 93, moi, je travaillais déjà avec du matériel EVS et ici, sur Wikipédia, ils disent que ça a été fondé en 94. Donc, est-ce qu'il y a eu une refonte de l'entreprise ou quoi? Mais je peux vous garantir que ça date d'avant. Donc on peut quand même être, fier qu'en Belgique, il y ait des gens qui bougent, hein, et qui soient internationalement, qui font des produits qui sont connus internationalement.